Salut Arnaud, donc on est au port du Marin, ça veut dire qu'on n'est pas au Sable d'Olonne. Qu'est-ce qui s'est passé? Salut, bienvenue à bord. Ça ne s'est pas passé comme prévu. Moi, le tour du monde, il s'arrête au Marin, en Martinique, parce que j'ai dématé après le passage de l'Équateur, tour du monde retour. Ça, on te dit souvent après le Cap Horn, t'as fait plus dur, c'est une formalité. C'est jamais une formalité, la preuve. Donc j'ai dématé dans les Alizés. J'étais à peu près à l'altitude du Cap Vert. Et après, j'ai installé un gréement de fortune. Il y avait de l'air quand tu as dématé? Il y avait quoi comme condition? En fait, il y avait des alizés établis. Là, il y a des alizés vraiment établis et forts, avec de la mer. Il y avait 25-30 nœuds. Il y avait une vague, beaucoup de mer croisée. C'est un moment où ça a donné, où j'étais plus travers que près. Donc, le bateau a accéléré, ça se passait plutôt bien. C'était pas très confortable d'ailleurs. C'était pas hyper plaisant parce que c'était pas confortable du tout. Et j'étais à cet endroit-là et c'était au petit matin. Et puis d'un seul coup, arrêt d'un seul coup, et là, bam. Ça fait le bruit d'un petit coup de fusil. Et là, tu regardes, tu vois que tout est tombé d'un côté, du côté bâbord, donc j'ai compris tout de suite que j'avais dématé. Et c'était pas les câbles, c'était pas le gréement qui a cédé? Alors je sais pourquoi j'ai pas dématé, c'est pas les câbles, parce que tous les câbles étaient sous du gréement. Je sais également que c'est pas les outriggers, parce que les outriggers étaient encore là, j'en ai sauvé un. Voilà, alors peut-être que c'est le mât en lui-même. Le mât, j'étais en train de finir un tour du monde, le mât il a fait déjà un tour du monde il y a 4 ans. Moi j'ai fait 5 transats avec le mât. Donc il y a 4 ans, il avait fait le tour du monde avec Sam Davis. Ouais, mais c'était arrêté un peu. Ah oui, mais elle avait continué après. Ouais. Sam avait arrêté à Cape Town, elle avait réparé la structure d'Aki et il avait fini le tour du monde, mine de rien. Ce qui est admirable d'ailleurs. Donc le mât avait 2 tours du monde, ouais. Plus, on va dire une dizaine de transats pour plein de courses. Donc voilà, après, peut-être qu'on ne saura jamais, peut-être que ce sera partie du mystère, mais là aujourd'hui je ne sais pas. Et où est-ce qu'il a cédé? Ça s'est coupé net ou il s'est... J'ai pas bien vu parce que j'avais 6 mètres de mât qui pendouillaient. Le reste était dans l'eau, je voyais pas bien. D'accord. J'ai essayé de sauver les 6 mètres de mât, mais c'était chaud parce que ça a bien ragué sur l'IV et à un moment j'ai fait le choix de m'en séparer. Et j'ai sauvé le maximum de choses. Dans ce moment-là, tu essayes de sauver le maximum de choses pour 2 raisons. La première raison, c'est l'instinct de survie qui fait que tu te dis il faut que j'ai le maximum de choses à bord pour être après manœuvrant. Et la deuxième chose aussi, c'est parce que moi j'adore la mer, j'adore l'océan et tout ça, et je n'ai pas envie de laisser plein de saloperies en mer. Mais bon, c'est comme ça, et je voulais pas surtout que l'avarie soit plus importante parce que c'est pas que dans les magazines le plan où tu démates et que le mât après il abîme la coque du bateau et ça peut percer la coque. Donc voilà, mais moi j'ai 2 choses où je suis fier, j'ai passé le Cap Horn et j'ai réussi à ramener le bateau par mes propres moyens à terre et ça c'est 2 fiertés que je retiens de ce Vendée Globe là. Et justement, donc du coup, tu avais été équipé de Liberty Kite développé par Yves Parlier. Donc à un moment on a cru que tu allais pouvoir continuer, revenir jusqu'en métropole, jusqu'en France. Du coup, tu as fait le choix de te dérouter sur les Antilles parce que ce gréement ne permet pas de serrer le vent, parce que... Le Liberty Kite c'est vachement bien parce que ça permet de stabiliser le bateau. On avait essayé avec Yves sur mon premier Micaline justement le Liberty Kite. Alors Yves je connais depuis longtemps, il m'a beaucoup aidé quand j'ai préparé la ligne Transat, j'ai navigué beaucoup sur Active Innovation. Et je trouve que c'est bien d'avoir un Liberty Kite à bord pour la sécurité. Ça permet d'être un peu autonome en vitesse et surtout ça permet de stabiliser le bateau il bougeait pas mal. Et pendant que j'avais la Liberty Kite, j'ai pu bricoler le gréement de fortune, j'ai pu bricoler. Après une fois que j'avais le gréement de fortune, je voulais pas faire gréement de fortune plus Liberty Kite parce que j'avais peur justement que tout s'en mêle et de tout perdre. Mais le Liberty Kite comme le gréement de fortune ne m'ont pas permis de l'eau fait à sec. J'ai essayé de me retrouver travers au vent. Et ça marchait pas? Ça marchait pas du tout. Pas du tout? Non. Parce qu'il y avait beaucoup de mer. Il y avait beaucoup de mer. Par mer plate, ça peut marcher. Ça faisait que tu dérivais tout le temps, tu chassais sous la vague, c'était ça? Je dérivais et surtout, j'avançais pas quoi. C'était inconfortable. Okay. Et après, c'est toujours pareil, tu te retrouves, les alizés c'est une chose, tu te retrouves au niveau des assoirs, après c'est pas fini. Et puis en hiver, là, le groupe de bateaux avec qui j'étais,
Koji, Violette, Saint-Marseille et Petit Louis, ils sont fait secouer en arrivant, hein, avec du vent de face et tout ça. Donc voilà. Et puis en arrivant aux Antilles, je me suis retrouvé à empanner, à relofer un peu pour justement arriver au Marin. Je peux te dire que c'était chaud. Hein. Donc t'as fait le bon choix, quoi. Je sais pas si j'ai fait le bon choix, en tout cas c'est mon choix et je pense que je vais pas le regretter. Peut-être que ça aurait été un autre coureur, il aurait fait différemment. En sauvant le haut d'un grand voile, ça aurait pu être différent parce que avec le haut d'un grand voile comme avait fait Conrad, tu peux peut-être faire mieux, quoi. Là, en tout cas moi j'ai pas de regrets à avoir, moi personnellement. Après, je ne me sentais pas faire mieux en tout cas. Et ton gréement de fortune, tu l'as fait comment? T'avais quoi comme voile? À combien t'allais en vitesse? Alors le gréement de fortune, on l'a fait avec un autre rigueur qui me restait. Gillon, parce que du coup quand j'ai expliqué à l'équipe que j'allais les mater, eux avant d'imaginer, de faire à bord, eux ils ont préparé à l'atelier, comme si j'étais tout seul, avec un autre rigueur qu'on a à l'atelier justement, avec des systèmes de palans et des systèmes de cordage pour faire la même chose, quoi. Alors évidemment c'est toujours pareil, entre ce que tu fais à atelier et ce que tu fais à bord, il y a un petit décalage. Mine de rien, ça m'a vachement sécurisé de savoir qu'il avait fait l'atelier, même si j'ai pas tout à fait exactement appliqué ce qu'ils avaient fait. Mais n'empêche, psychologiquement, vu qu'ils l'ont fait, tu te dis, je vais le faire aussi. Et en fait, ça s'est très bien passé. Donc c'était ton outrigger qui te servait de mât, et là-dessus, tu as envoyé quoi, le J4 Alors ouais, sur l'outrigger, déjà avant d'envoyer, il faut mettre tes cordages, il faut penser à une antenne VHF pour la IS, il faut penser un peu à tout. Enfin, tout. Et après, une fois que le trigger était installé, j'ai d'abord envoyé le J4. Et entre angulation, ça allait à peu près. Et après, j'ai coupé un morceau de la voile que j'avais, le grand voile, pour faire mauvaise grand voile. Au début, j'ai installé la grand voile sans mettre les écarteurs à l'arrière. Et après, j'ai installé avec les écarteurs, c'est pas mal, parce que c'était du portant, ça permettait de faire... Donc tu avais un bout de GV du Namur et le J4 sur l'autre, c'est ça, ouais. Écarté comme ça, comme si on avait comme une descente dans l'Alizé classique. J'ai essayé de faire en ciseaux un petit peu, ça n'a pas hyper bien marché, je l'ai fait à la fin là. En fait c'était mieux faire du largue et ça marchait bien. Faire du largue. Je fais du largue avec la quille sous le vent, angulée sous le vent, 15 degrés pour avoir un peu d'appui. J'ai pas mal fait avec un safran relevé, mais au final c'était pas si bien que ça. C'était pas mal pour enlever des sargasses. Mais au final, c'était pas si bien que ça parce que le bateau se ballottait, donc c'est pas mal d'avoir les deux safrans, ça stabilisait. Et là aussi, c'est bien d'avoir une caméra, comme j'ai une caméra sous-marine. Et au moment où j'ai installé mon grand fortune, j'ai eu un bol de malade parce qu'il y avait un champ de sargasses. Du coup, ça a arrêté le bateau, ça a stabilisé. Et après, régulièrement, je voyais que j'avais des sargasses, donc je faisais des marches arrière. Ah, tu faisais des marches arrière avec gréement de fortune, ça va, c'est pas trop compliqué ça? J'ai un moteur, marche arrière. Sinon, c'est gréement de fortune, faire une marche à la voile. Impossible. Je suis pas arrivé. Ok. Et donc, t'as mis combien de temps pour le fabriquer, ton gréement de fortune? Ça t'a pris combien de temps à peu près, à la louche? Une dizaine d'heures? Moins que ça, je crois que j'ai fait la même journée. D'accord. Un peu de préparation la veille au soir. Je crois que j'ai commencé au petit matin et le soir, il y a un moment, je voulais attendre d'envoyer la voile et en fait c'est tellement inconfortable. J'ai envoyé la voile le J4 le soir et c'est établi, ça s'est bien passé. T'as mis combien de jours sous gréement de fortune pour arriver jusqu'au Marin? Je crois que j'ai fait 12 jours de gréement de fortune. Ouais. 12 jours, et donc avec des vitesses, tu disais, il y a eu des pointes, c'est ça, dans des surfs? Une pointe à 11 nœuds, ouais. C'est pas mal. Ouais. Et à la fin, là, 8-9 nœuds, et j'avais réussi à faire des moyennes de 6 nœuds et demi, sur le pointage de 4 heures. Et le bateau, c'était confort quand même, ou tu te faisais balloter tout le temps? Pas du tout. C'était l'enfer. Le bateau, il n'est pas fait pour être comme ça. Du coup, il y a les vagues qui arrivaient par l'arrière. Ce qui fait que tu vois, on a une porte, une mini porte comme ça, pour éviter que l'eau rentre dans le bateau. Parce que si l'eau rentre dans le bateau, tout de suite en bas, c'est les batteries. J'étais arrivé à Roland-Jourdain il y a quelques années. Il avait rentré beaucoup d'eau et c'était envahi par les batteries. Et de nuit, j'étais obligé de fermer complètement la porte. Parce que donc ça déferlait, ça venait briser là, blam. Okay. Ça venait là, et comme j'avançais pas vite, ça mettait du temps à évacuer. Okay. Donc c'est dans les alizés, il fait chaud, c'est instable et en plus tu fermes la porte, donc c'est cadeau. C'est la punition, je pense que, je sais pas s'il y a un dieu qui existe, mais en tout cas j'ai été puni pour toutes les bêtises que j'ai fait précédemment.
Et maintenant la suite, du coup, j'ai cru comprendre que tu repartais sur le cargo qui ramène les bateaux de la Transquadra. Donc c'est ça le plan. Et quand tu reviens en métropole. C'était le choix de venir en Martinique. C'est JC qui a géré ça. On a réussi d'imaginer plein de solutions. Il y a eu un moment même, il y a un gars de la Marina ici me proposait un map pour entrer sur le Diamant de Fortune. Personnellement, comme les bêtises n'arrivent jamais toutes seules, je me suis dit on va éviter et puis il ne manquerait plus que sur le Diamant de Fortune retour, j'ai encore une autre avarie. Donc cargo à Transquadra, donc c'est une chance qu'il y a Transquadra qui arrive ici. Du coup on s'est faufilé là-dedans, on a une place là-dedans. Donc le bateau sera chargé mi-mars pour retour à Lorient fin mars. Donc c'est quand même pas mal. Et après on ramène le bateau au sable pour le rééquiper. Ça c'est le plan 1. Après on verra ce qu'il en est. Parce que... En termes de budget quoi, c'est un gros trou là non dans ton projet? Ah bah oui, c'est un trou pour mon projet là, c'est mon trou pour mon futur projet, que j'avais un futur projet pour avoir un autre bateau après. Donc moi je suis engagé pour faire à Jacques Vabre. Initialement c'était pas sur ce bateau là maintenant on va voir comment. Voilà. Et là il faut le temps de se poser, le temps de charger le bateau, le temps que je rentre en métropole et discuter avec mes partenaires. Après là du coup l'avenir ne m'appartient pas complètement au niveau des décisions. Voilà. Moi je voulais faire un projet pour 2028 pour un bateau plus performant, pour faire plein de choses différentes. Tu voulais racheter un bateau déjà existant ou faire construire? Non, un bateau déjà existant. Donc tu peux pas parler? Bah là encore moins parce que du coup c'est moins en moins sûr si tu veux. Mais du coup je sais pas comment. Voilà. On est en discussion pour voir, mais c'est pareil, hein, c'est pas moi qui ai. C'est mes partenaires aussi qui ont une partie de leur jeu à dire ce qu'ils veulent faire plus tard. Je sais qu'aujourd'hui ça fait un trou au budget, c'est sûr. Comme le bateau, je suis amateur du bateau. J'avais gardé la poire pour la soif. Voilà, donc elle est là-dedans maintenant. Et voilà, donc forcément l'avenir est compromis, mais l'avenir est pas non plus noir. Hein, il y a plein de solutions possibles, mais c'est pas moi qui ai tous les tenants et les aboutissants. Les partenaires ils savent en partir que j'avais plein de projets pour l'avenir. Il y a une histoire aussi de mixité dans le projet qui est sympa. Il y a une histoire de passation avec des jeunes qui sont à bord. Il y a la team qui est en train de construire un mini. Et voilà, et je trouve que c'est chouette ce genre de projet. Voilà, maintenant, encore une fois, j'ai toujours plein d'idées. Après, si tu as des idées mais que tu n'as pas quelqu'un qui lance la mèche, ça marche pas. Donc avis, appel. Non, pas d'appel, ils savent, mes partenaires, ils savent machin. Voilà, moi j'adore faire des projets, j'ai fait toujours beaucoup de projets dans ma vie et je vais pas m'arrêter là. Donc voilà. Et le Vendée Globe, bon, toujours un objectif de boucler ce. Bon, ça aurait pu être le 5e, mais il te reste enfin, voilà, tu. Non, mais il y a un gros goût d'inachevé. Hein. Ouais. Il y a un gros goût de contrat personnel qui n'est pas rempli. De ne pas avoir fini le tour du monde. Donc voilà, je dis que c'est le Vendée Rome voilà, pour faire un peu d'humour, mais c'est un goût d'inachevé, c'est sûr. Mais c'est une belle leçon aussi, tu vois. Il y a pas mal de skippers qui m'ont écrit, ils m'ont dit aussi ça valorise les 4 Vendée Globe que tu as fait avant. Mine de rien, des 4 Vendée Globe que j'ai fait avant, j'en ai fait 3 dans les 10 premiers, même si c'est pas le même contexte sportif qu'aujourd'hui. Mine de rien, j'en ai fait 3 dans les 10 premiers, ça a une valeur quoi. Après, moi derrière, ce bateau-là est fabuleux, je trouve que c'est un bateau extraordinaire. Voilà, le bateau méritait mieux que finir au marin, d'arriver au marin, mais c'est une belle aventure aussi parce que c'est une belle aventure de solidarité en termes humains avec les gars qui ont participé à la construction de ce projet-là en technique. C'est une belle aventure humaine personnelle aussi parce que c'est une épreuve. Passer 12 jours en avarie majeure, mine de rien, donc j'étais comme un con parce que sur un bateau de course, t'as pas de trucs à faire. Là, j'avais pas grand chose à faire. Du coup, tu réfléchis beaucoup. Et ça a permis de digérer plus facilement. Je sais pas, mais en tout cas d'envisager que la vie est ainsi faite, il ne faut pas de fatalisme, mais au contraire, il faut se dire que
Je suis Aaron Murphy, j'ai fait 4 Vendée Globe, peut-être que j'ai payé sur cette fin de Vendée Globe. Okay. Écoute, merci beaucoup Arnaud. Merci.